Bonjour et bienvenue à ce premier rendez-vous de Travail et Sécurité, le magazine de la prévention des risques professionnels édité par l'INRS. Ce premier numéro sera consacré aux horaires atypiques et il prolonge le dossier du numéro de janvier de Travail et Sécurité consacré à ce sujet. Nous allons nous arrêter plus spécifiquement sur la question du travail de nuit et du travail posté. Avec nous pour en parler, Marianne Gauthier, médecin, expert d'assistance médicale à l'INRS, Laurence Webel, chronobiologiste, également expert d'assistance médicale à l'INRS. Alors en quelques mots, Laurence, qu'est-ce qu'un chronobiologiste ? Alors je vais reprendre une jolie citation de Jean-Claude Ameisen qui dit que c'est l'étude des battements du temps au cœur du vivant. Donc autrement dit, c'est l'étude de tous les phénomènes rythmiques, l'étude des rythmes biologiques. Merci. Également avec nous, deux témoins d'entreprise. Tout d'abord Jean-Jacques Monnier, directeur technique du Théâtre national de Strasbourg. Tout à fait. Et Jean-François Renaud, vous dirigez l'entreprise Efficium. Alors en quelques mots, quelle est votre activité ? Efficium, une entreprise créée en 2004 qui œuvre dans le domaine du nettoyage industriel, ce qu'on appelle aujourd'hui la propreté, et qui évolue aussi aujourd'hui dans les métiers de l'assainissement, de la désinfection et de l'accueil en entreprise. Et parmi vos activités, y en a-t-il une qui est plus spécifiquement concernée par les horaires atypiques ? Oui, les horaires atypiques, effectivement, concernent l'ensemble de la profession du nettoyage, de la propreté. Effectivement, du fait de la volonté de nos clients de voir les prestations réalisées en dehors de la présence, majoritairement des collaborateurs des entreprises. Eh bien, pour commencer, il paraît déjà important de définir ce que sont les horaires atypiques, et en particulier les horaires, le travail de nuit et le travail posté. Alors, je vais me tourner vers nos expertes. Tout d'abord, Marianne Gauthier, lorsqu'on évoque les horaires atypiques, de quoi parle-t-on précisément ? Alors, les horaires atypiques concernent tous les horaires qui ne sont pas des horaires dits standards. Donc, les horaires standards, c'est représenté par les horaires de travail en journée. Donc, en général, de 8h à 18h ou un petit peu plus large, et qui se déroule sur la semaine, entre le lundi et le vendredi, avec une pause méridienne en journée, entre midi et 2h, et 2 jours de repos qui sont le samedi et le dimanche. Donc, les horaires atypiques concernent toutes les autres configurations de travail. Donc, on va rencontrer le travail de nuit et le travail posté, mais aussi le travail en horaire long, le travail à temps partiel, c'est moins de 5 heures par jour, le travail le week-end ou les jours fériés, le travail du soir, le travail coupé, le travail fractionné. Et donc, si on parle plus spécifiquement du travail de nuit et du travail posté, comment peut-on les définir ? Alors, le travail de nuit est défini par le Code du travail. Donc, c'est tout travail effectué entre 21h et 6h du matin. Donc, la durée quotidienne est de 8 heures par jour, ou par nuit. Le travail posté, lui, va être défini, il est réglementé par une directive européenne qui date de 2003. Et donc, il correspond tout mode d'organisation donc, en poste, donc, c'est-à-dire où plusieurs équipes vont se succéder pour effectuer le même type de travail sur 24 heures. Donc, par exemple, pour les personnes qui travaillent en 3 équipes de 8 heures, donc il va y avoir une équipe qui va travailler plutôt le matin, va succéder une autre équipe qui va travailler l'après-midi, puis enfin une équipe qui va travailler de nuit. D'accord, les fameux 3-8. Je me tourne maintenant vers Laurence Webel. Quels sont, en parlant des effets sur la santé possibles, de ces travaux, de ces organisations de travail, quels sont les principaux mécanismes physiologiques qui entrent en jeu ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme est fondamentalement rythmique et il se trouve que l'homme est diurne. Et en fait, la présence et l'existence de rythmes biologiques, ça reflète la nécessité pour certains événements de se produire plutôt à un moment qu'à un autre des 24 heures. Ce qui va se passer chez les travailleurs de nuit, c'est qu'ils vont être exposés de façon totalement anarchique et de façon irrégulière à la lumière du jour. Et plus généralement, ils vont être soumis à un ensemble de conflits avec leur environnement. Et cet ensemble de conflits va finalement désynchroniser le réseau d'horloge biologique et va perturber l'expression des rythmes biologiques. Et associé à une dette de sommeil, ces désynchronisations internes vont avoir des effets sur la santé. Et précisément, quels sont les effets sur la santé possibles et connus de ce type d'horaire ?
Alors, ces effets sur la santé sont de différents ordres, ont été absolument remis à jour par l'ANSES en 2016 dans son rapport. Donc, on a des effets à très court terme, type troubles de la vigilance, type accidentologie augmentée, voilà, des effets à moyen terme, comme par exemple des troubles du sommeil, une fatigue chronique ou encore des problèmes de mémorisation et de concentration. Et on a enfin des effets à plus long terme avec, il faut le dire, des niveaux de preuve variables qui concernent les troubles du métabolisme, les troubles psychiques, les pathologies cardiovasculaires et même l'occurrence de certains cancers, notamment les cancers du sein. Marianne Gauthier, combien de salariés sont concernés par ce type d'horaire ? Alors, en France, on considère qu'il y a à peu près 2 salariés sur 3 qui ont des horaires atypiques. Et donc, il y aurait seulement 37% des salariés qui auraient des horaires standards. En 2012, la DARES, qui est l'organisme de statistique du ministère du Travail, a fait une étude et qui a montré qu'il y avait à peu près 15% des salariés qui travaillaient de nuit. Et donc, ce pourcentage a augmenté ces 20 dernières années. Et sur ces 15%, il y aurait 20% d'hommes et 10% de femmes. Ce qui est quand même des chiffres assez importants. Oui. Et quels secteurs professionnels sont les plus concernés par ces horaires ? Alors, le travail de nuit est plus répandu dans le secteur des services. Donc, les secteurs professionnels les plus concernés par le travail de nuit sont le secteur du transport de marchandises en particulier, les militaires, les policiers, les infirmières et les aides-soignantes et les ouvriers des industries de process. Concernant les horaires atypiques, on va rencontrer, les secteurs concernés, ce sont ceux où il y a la nécessité d'être présent. Donc, physiquement. Donc, du coup, on va avoir les secteurs qui reçoivent du public, les secteurs qui doivent assurer la continuité des services de soins, par exemple, ou de la sécurité des personnes, les secteurs de production qui doivent être en permanence fonctionnels. Donc, ce sont les principaux secteurs qui vont être concernés. Par contre, ce qu'on va remarquer aussi, c'est que, par exemple, les cadres qui ont une activité professionnelle assez intense et qui ont une certaine autonomie quant à la gestion de leurs horaires de travail vont avoir une certaine flexibilité pour organiser leurs horaires de travail et donc peuvent travailler un peu n'importe quand et aussi de façon assez longue. On rencontre souvent des horaires longs dans cette catégorie professionnelle. Je me tourne de nouveau vers Laurence Webel. Y a-t-il un seuil limite d'exposition au travail de nuit ? C'est la question récurrente et en fait, aujourd'hui, il n'existe pas de seuil d'exposition identifié par les études scientifiques. On ne connaît pas le nombre de nuits effectuées par semaine, le nombre d'années maximum auxquelles il faut être exposé. Et tout ça, en fait, est lié à l'absence de caractérisation précise de l'exposition dans les études épidémiologiques. À savoir qu'on ne détaille pas assez. Souvent, on se contente de dire on a été exposé, oui, non. Ce qu'il faudrait savoir, c'est combien de nuits par semaine, pendant combien d'années, à quelle fréquence, est-ce qu'on était en travail posté ou est-ce qu'on était en travail fixe. Et d'ailleurs, pour répondre en partie à ces manquements, l'INRS vient de débuter une étude épidémiologique qui va donc réanalyser le lien entre santé et travail de nuit, mais en détaillant des caractéristiques absolument déterminantes de l'exposition, comme par exemple le nombre de nuits par semaine, les horaires de travail, est-ce qu'il s'agit d'un travail fixe ou d'un travail rotatif, et également la prise en compte du chronotype, est-ce qu'on est du matin ou du soir, qui semble assez déterminante. Et en fait, cette caractérisation, plus elle sera fine, meilleures seront les pistes de prévention qu'on pourra prodiguer par la suite. Et que peut-on faire pour limiter les effets sur la santé de ces horaires précisément dans les entreprises ? Alors, la première mesure est de rappeler que le travail de nuit n'est pas un mode d'organisation normal, que si on peut le supprimer, c'est mieux. Si on ne peut pas le supprimer, on va essayer d'en aménager les contours. Et pour ça, donc premièrement, rappeler le Code du travail qui dit quand même qu'il doit rester exceptionnel, ce travail de nuit, être justifié par certains impératifs économiques, sociaux ou sanitaires. Si on ne peut pas le supprimer, on va chercher à l'aménager et on va surtout agir sur ce qu'on appelle la limitation des synchronisations circadiennes et la limitation de la dette de sommeil. Et pour faire ça, il y a des modes d'organisation qui sont plus favorables que d'autres. On va se centrer sur le travail. Voilà. Très bien. Et ce que je
propose à ce moment-là, pour illustrer ce propos, c'est de voir le témoignage d'une première entreprise qui a réorganisé ses horaires de travail et que vous connaissez, je crois, puisqu'elle est en Alsace-Moselle. Il s'agit de Rénarol, donc une PME qui effectue du chromage et du traitement de surface. Chez Rénarol, nous avons réalisé une étude sur les risques psychosociaux et un point est sorti qui nous a surpris, qui était que le rythme de 3-8 que nous avions à ce moment-là était pour l'ensemble des personnes auditées dans le cadre de l'analyse des risques un sujet de pénibilité. Nous avions un 3-8 classique qu'on trouve partout, qui est une semaine du matin, une semaine d'après-midi, une semaine de nuit. Et nous avons trouvé, en cherchant, un nouveau rythme avec au maximum 3 matins d'affilée, au maximum 2 nuits d'affilée et au maximum 3 après-midi d'affilée. Donc les salariés en ont retiré une fatigue moindre. C'est toujours du rythme posté, hein, donc c'est toujours moins bon que le rythme de journée évidemment, mais la fatigue est bien moindre que le 3-8 qu'ils ont connu précédemment. Précédemment, on s'arrêtait le samedi matin à 5 heures. Là, pour compenser le poste de nuit du mercredi qui n'est plus travaillé, on travaille jusqu'au samedi à 13 heures. Donc il y a un bénéfice secondaire qui est que la charge de travail qui avant était très forte sur le vendredi de nuit est maintenant répartie sur 2 postes, vendredi de nuit et samedi matin, ce qui allège un peu le stress de fin de semaine des salariés qui sont présents pendant ces 2 postes-là. Alors, Laurence Weben, un commentaire peut-être par rapport à ce type d'organisation ? Donc en fait, ça illustre bien que, comme je vous le disais, les mesures qu'on va préconiser vont être centrées sur le travail. Donc elles vont finalement interroger soit le sens de rotation des équipes quand on est en travail posté, soit la fréquence de rotation, ce qui a été fait ici avec 2 nuits d'affilée maximum, soit les horaires de prise de poste ou encore le contenu du travail. Et le contenu du travail, ça c'est quelque chose qui est très peu, finalement on y pense très peu et pourtant cet exemple l'illustre bien, même s'il n'en parle pas dans le témoignage. Rénarol s'est également intéressé au contenu du travail la nuit. Et en fait, comme vous le disiez, son activité principale, c'est le chromage. Donc le chromage, c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par les équipes, qui ne nécessite aucun support technique supplémentaire. Donc ce chromage est essentiellement fait la nuit, en deuxième partie de nuit. Et la première partie de nuit est réservée au nettoyage des cylindres, qui est une activité beaucoup plus sollicitante sur le plan physique et qui nécessite d'être à 2, donc qui favorise les échanges et qui là aussi peuvent stimuler la vigilance. Donc s'interroger sur le contenu du travail la nuit, je trouve que cet exemple est parfaitement illustrant à ce point de vue. Et qu'il est parlant. Alors, si on ne peut pas agir sur les horaires de travail, quelles sont les autres pistes de prévention et les autres actions envisageables, Marianne Gauthier ? Alors, donc, tout d'abord, il va être important de sensibiliser donc, les salariés exposés à l'impact que ces horaires peuvent avoir sur leur santé. Et donc, il va être important qu'ils en tiennent compte et qu'ils mettent en place certaines mesures concernant leur hygiène de vie. Donc, tout d'abord, concernant leur sommeil, donc il va falloir leur expliquer que c'est important de respecter un rituel pour leur coucher, donc qu'ils dorment dans un endroit calme, donc de débrancher le téléphone, par exemple, bien occulté. Il va être aussi important de leur expliquer qu'il faut qu'ils gardent une hygiène alimentaire donc convenable, c'est-à-dire respecter 3 repas par jour et éviter les grignotages, en particulier la nuit. Il est aussi primordial qu'ils arrivent à s'organiser pour conserver une activité physique régulière. Enfin, c'est très important que lors de leur jour de repos, ils en profitent vraiment pour récupérer et dormir et qu'ils ne mettent pas ces jours de repos à profit pour faire d'autres activités. Donc, ils ont quand même beaucoup travaillé et en plus de nuit, et donc c'est vraiment important qu'ils récupèrent. Donc, on peut leur conseiller pour justement récupérer de la dette de sommeil qu'ils auront accumulée, de faire des siestes dites royales, c'est-à-dire des siestes qui ont une durée de bien 1 heure, 1 heure et demie, hein, avec du vrai sommeil profond, et qui va leur permettre de récupérer du temps de sommeil qu'ils avaient perdu. À ce propos, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à intégrer dans les temps de pause des temps de sieste et qui sont vraiment intégrés et expliqués et qui peuvent permettre aussi un temps de récupération, alors là, plus au niveau de la vigilance pour les salariés. Très bien. Ce que je propose à ce moment-là, c'est qu'on regarde justement un sujet qui porte sur le témoignage du responsable du service des urgences du centre hospitalier intercommunal d'Évreux.
Aux urgences de l'hôpital d'Évreux, on a mis en place la sieste depuis pratiquement 1 an pour les médecins, l'après-midi et la nuit. Puis, on a mis en place cette sieste également pour les soignants. L'idée de la sieste, en fait, nous est venue des travaux de l'Institut de recherche biomédicale des armées, qui est basé à Brétigny-sur-Orge. De là, nous a permis d'extrapoler 3 types de siestes. Donc, les mini-naps, qui sont des siestes courtes, 30 minutes. Alors, pour les médecins du service, qui sont en 24 heures, c'est une sieste qu'on fait l'après-midi. Elle nécessite une phase d'inertie, voilà, le temps de se réveiller, il faut 10 à 15 minutes. On ne doit pas prendre de décision pendant ces 10 à 15 minutes. Ça va permettre de recharger les capacités intellectuelles. Cette sieste, cette mini-sieste de 30 minutes va être aussi faite par les soignants la nuit, dans une salle de pause dédiée, avec des coussins confortables, de la musique, de la lumière, enfin, plein de choses pour pouvoir, pareil, passer la nuit de façon plus sereine. Et puis, ensuite, il y a la nappe longue, qui va durer 90 à 180 minutes, et en fait, qui correspond à un cycle de sommeil. Et ça permet non seulement une récupération des capacités intellectuelles, mais aussi des capacités physiques. L'intérêt de faire ces systèmes-là, c'est qu'on prévient les burn-out, on prévient les difficultés, tout le monde est plus reposé, tout le monde est plus serein, les patients sont moins en risque, et clairement, on n'a fait que gagner des éléments. Bien, par rapport à justement ce témoignage, est-ce que cela signifie que la sieste doit être quelque chose de conseillé aux entreprises, ou c'est plutôt un moyen d'organisation, on va dire, qui arrive après d'autres pistes de prévention? Alors, donc, pour revenir à ce qu'a dit Laurence tout à l'heure, effectivement, ce qui est important, c'est de conseiller aux entreprises à réfléchir sur leur organisation du travail, leur organisation horaire et la répartition des tâches. Après, c'est sûr que des siestes telles que l'évoquait le médecin, les mini-MAP ou siestes courtes, ou sieste flash, enfin il y a différents noms, d'une durée, nous ce qu'on conseille c'est 20 minutes, donc ce sont des temps de repos alors c'est pas forcément du sommeil très profond, mais c'est un temps de repos qui va permettre de récupérer en termes de vigilance. Et par rapport au suivi individuel de la santé des salariés, quelles sont les préconisations en particulier pour les services de santé au travail? Alors, lors des visites d'information et de prévention qui sont faites par les professionnels de santé au travail, donc il va y avoir une information faite auprès des salariés sur les effets sur la santé que peuvent avoir ce type d'horaire. Et le professionnel de santé aussi va s'attacher à rechercher les signes de tolérance ou de non-tolérance de ces horaires et de l'impact que ça peut avoir sur la santé du salarié. Donc à ce propos, donc, il y aura une mise en place d'un suivi médical particulier ou pas, et puis donc des conseils qui vont être donnés pour éviter les impacts. Par rapport aux femmes enceintes, par exemple, on pourra aussi envisager un passage à un horaire de jour. Et pour les femmes en général, on va leur conseiller un suivi aussi gynécologique régulier. Très bien. Merci. Je vais maintenant passer à la partie témoignage. Et je vais m'adresser à nos 2 témoins d'entreprise. Donc tout d'abord, je me tourne vers Jean-Jacques Monnier. Vous êtes donc directeur technique au TNS, donc le Théâtre National de Strasbourg. Le spectacle vivant, qui est votre métier, fait partie des secteurs d'activité où le travail en horaire atypique, ou plutôt décalé, est quand même très fréquemment rencontré. Vous avez néanmoins réussi au TNS à supprimer le travail de nuit, des techniciens notamment, en particulier lors des démontages de plateaux. Oui, alors, sur la définition du travail de nuit, effectivement, on travaille tout le temps la nuit, puisque nous avons la chance de travailler quand les autres ne travaillent pas, puisque nous sommes là pour leur donner du plaisir. Très souvent, les spectacles 2 heures, 3 heures, 4 heures, et il y avait une espèce de tradition d'un démontage, ce qu'on appelle le démontage dans la foulée. Un démontage, ça peut aller jusqu'à 8 heures de travail. Donc, on peut s'imaginer une équipe technique qui arrive 2 heures avant le spectacle, qui assure le spectacle, et qui ensuite démonte. Donc, on était effectivement sur à plus de 12 heures, 14 heures non-stop de nuit. Puis, en 1999 est arrivé ce qu'on a appelé dans la révolution des 35 heures. Donc, moi, j'ai tout entendu à ce moment-là, notamment qu'on allait arrêter de faire du spectacle, c'était plus possible. Et en fait, on a réorganisé complètement les choses. Et déjà, les 12 heures nous ne les dépassons pas. Ça, clairement, on ne dépasse pas. La convention collective du spectacle vivant autorise 12 heures, mais pas plus. Et on a essayé de travailler différemment pour que les équipes techniques puissent
travailler, c'est-à-dire assurer un spectacle, et également le démontage. Cette notion est très importante de continuité dans le travail. Un technicien, on dit toujours qu'il a avant, pendant et après. Une fois qu'on a posé ça comme paramètre, il fallait que cet après puisse être ailleurs. Et quand je suis arrivé au TNS, effectivement, les démontages de nuit se faisaient, j'ai presque envie de dire, par tradition. Et donc, on a dû se poser la question de la tradition. Alors ça, c'est un grand débat, la tradition, parce qu'on est un métier que de tradition. Et Paris ne s'est pas fait en un jour, et Rome non plus, et on y est arrivé petit à petit, parce que d'abord, clairement, pour un problème d'organisation, parce que les gens qui démontaient jusqu'à minuit, enfin jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, c'est-à-dire que le lendemain, je ne pouvais pas les avoir. Le code du travail demande un jour de repos de 35 heures, donc c'est-à-dire que je ne pouvais pas les avoir non plus le surlendemain. Donc en fait, très vite, je me retrouvais avec une équipe qui, en fait, n'était plus disponible. Donc une autre équipe qui allait faire un autre spectacle. Mais donc cette équipe-là qui était là ne pouvait pas faire non plus l'autre spectacle. Donc on se retrouvait 15 jours sans rien faire. Donc c'est d'abord un problème d'organisation qui a mis ça en place. D'accord. Donc, quelle solution était envisageable avec les équipes en place et comment avez-vous fait pour justement modifier l'organisation? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, dire aux gens du spectacle, aux techniciens, si vous voulez continuer à travailler sur une continuité, il va falloir faire aussi un effort. C'est-à-dire arrêter de dire qu'il faut absolument démonter le soir. Après, nous, on a des impératifs qui est qu'un spectacle, quand il est en tournée, il va dans une autre ville, très souvent dans la continuité. Donc, si on ne peut pas faire autrement que de démonter à la suite de la représentation, en accord avec le secrétariat général, donc celui qui s'occupe des relations avec le public, nous avons décidé que les dernières représentations se feraient soit le samedi, soit le dimanche, donc nous jouons en matinée. C'est-à-dire que nous jouons à 16h, sachant qu'une nuit, pour nous, conventionnellement, elle s'arrête à 1h du matin, en fait. Donc, on joue le spectacle et on peut démonter dans le temps. Donc ça, c'est déjà la solution. On ne peut pas partir on doit être obligé de partir tout de suite. Si on ne peut pas partir tout de suite, si on a un peu de temps, eh ben, on démonte le lendemain, tranquillement. Tout ça étant un problème d'organisation qui est posé, clairement, depuis le départ. Donc, quand je dis depuis le départ, c'est-à-dire qu'au moment de la planification des spectacles, qui se fait un an et demi avant, clairement, puisqu'on est en train de travailler sur la saison prochaine, là, clairement, tel jour, eh ben, on ne joue pas. On va même plus loin, parce que là, je me suis dans un cas de figure où on a enlevé une représentation, parce qu'on n'y arrivait pas. D'accord. Voilà. Et comment le public a-t-il réagi J'ai envie de dire que le public se rend pas compte, parce qu'on jouait déjà le dimanche à 16h, simplement, on est passé sur des samedis à 16h, et le public a suivi, parce que c'est d'autres façons de faire aussi. Après tout, aller au théâtre à 16h, ça permet d'avoir son samedi soir de disponible. Pour aller voir peut-être un autre spectacle ailleurs. Je veux dire, c'est aussi une organisation qui se fait tranquillement. On joue quand même, bien sûr, majoritairement tous les soirs, c'est 20h, et de temps en temps, on a un dimanche, et de temps en temps, on a un samedi. Mmh. Et on a même quelquefois des samedis qui sont à 15h à cause de la durée de la représentation, en fait. Et ça se passe très bien. Et vous parliez justement de tradition. Quelle a été la réaction des salariés à cette nouvelle proposition d'organisation? Ils s'en sont pas vraiment rendus compte, en fait. Parce que les choses se sont faites très tranquillement. C'est-à-dire, je n'ai pas annoncé, on va arrêter de faire des nuits. On a mis en place une organisation. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est marrant, on fait plus de nuit, en fait. Je dis, bah non. Et en fait, je dis, c'est un problème. Il dit, bah non, c'est très bien. Mais voilà, par contre, ceux qui sont surpris, c'est ceux qui viennent jouer chez nous. Puisque eux, il y a encore même beaucoup souvent cette habitude de démonter dans la foulée. Et d'ailleurs, nous, on a aussi contrôlé ça. Alors là, c'est côté administratif, c'est que dans les contrats qui nous lient avec les équipes qui viennent jouer chez nous, s'ils nous imposent un démontage de nuit pour X ou Y raison, c'est eux qui payent la nuit, parce que travailler la nuit, ça a un coût financier important. Et ça aussi, ça a plu à l'administrateur du théâtre, c'est de dire, on fait des économies. Et depuis qu'on dit aux équipes, on peut démonter la nuit, mais ça vous coûte à vous, nous ne faisons plus de démontage de nuit. Les équipes ont trouvé des solutions aussi. D'accord. Donc l'argument financier est plutôt pour l'extérieur, mais ça n'est pas cet argument financier qui a dirigé... Non, mais il est aussi pour l'intérieur, puisque au TNS, quelqu'un qui travaille une nuit, en plus de son salaire, il a une prime de 120 € brut. Un démontage, c'est entre 15 et 20 personnes. Donc ça a quand même un coût qui n'est pas anodin. Si vous multipliez ça par 12 spectacles dans l'année, ou 16 spectacles pendant l'année. Donc du côté du TNS, c'était une économie. Du côté de l'organisation, c'était une meilleure façon. Du côté des salariés, pour moi, c'est un meilleur bien-être. D'ailleurs, quand ça nous arrive de démonter de nuit, quand nous-mêmes sommes en tournée, et je vois bien que c'est moins bien pour eux maintenant. Là, on va jouer à Hambourg. Et ben, nous avons passé 3 jours de discussion, mais on démonte le lendemain, on démonte pas dans la nuit. J'y suis arrivé. Et en fait, tout le monde trouve ça beaucoup mieux. Je trouve que tout le monde est gagnant. Le public n'est pas perdant, parce que nous, on est quand même là pour le public. Personne n'est perdant dans cette histoire. D'accord, donc c'est un véritable changement culturel, en fait, que vous avez mené dans la douceur. Oui, et quand j'en parle autour de moi, parce que je rencontre beaucoup de gens de la profession, c'est quelque chose qui commence aussi à avoir écho, non pas qu'au TNS, mais un peu plus dans la profession, parce que
tout le monde trouve que si on travaille dans la journée, c'est beaucoup mieux que travailler la nuit, en fait. Eh bien, je vous remercie pour ce témoignage qui montre qu'on peut changer d'organisation, y compris de schéma culturel par rapport aux horaires atypiques. En étant d'accord que tout le monde a joué le jeu. Secrétariat général, administration, technique, tout le monde a joué le jeu. C'est-à-dire que ça ne... Et salariés. Et salariés. Ça ne peut pas fonctionner que si quelqu'un dit « je tombe, je fais ça » et c'est comme ça. À mon avis, mais à quelque niveau que ce soit, ça ne marche pas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose poursuivre une vidéo courte pour présenter un nouveau témoignage, celui de l'entreprise Aguerre, qui est située à Obernai, de nouveau en Alsace-Moselle, et qui est spécialisée dans la production de matériel électrique. Alors l'origine de ce projet date de 2015. En milieu d'année, on a fait un constat avec notre direction industrielle sur le site d'Obernai, donc au sein de nos 3 usines de fabrication. Et le constat, il était assez alarmant, puisqu'il montrait qu'une personne sur 2 avait une restriction d'allure. Dès lors qu'on parle de restriction de rendement ou de pénibilité au travail, l'horaire de travail est un levier important à prendre en compte dans le cadre de la pénibilité. Alors ce projet, il est né à travers un groupe pluridisciplinaire, représentants du personnel, RH, CHSCT, direction générale, manager. Donc on s'est vraiment tous mis autour de la table pour construire ce nouvel horaire. On est parti du principe qu'il fallait trouver un horaire déjà sans nuit. D'accord ? Donc ça, c'était vraiment la base du cahier des charges. Et on est parti de ce cahier des charges donc, du coup, pour construire 4 horaires vraiment différents qui permettent à chaque collaborateur de répéter le même cycle toutes les semaines. Donc il n'y a plus de roulement comme on pouvait avoir dans notre ancien horaire, mais maintenant c'est un horaire fixe que les gens vont répéter toutes les semaines. On s'est vraiment focalisé pendant 1 an sur un secteur test composé d'une 30aine de personnes. Le bouche à oreille a bien fonctionné et ça a donné l'envie à d'autres collaborateurs de vouloir s'engager dans ce nouvel horaire. Donc aujourd'hui, sur les 600 personnes de la population industrielle, on a une bonne moitié aujourd'hui qui pratique ce nouvel horaire de travail. Si on posait la question à l'ensemble du personnel qui vit cet horaire, à savoir est-ce qu'elle souhaiterait revenir en arrière, la réponse à 100% est négative. Ce qui prouve bien que les gens se plaisent dans ce nouvel horaire et ça fait vraiment notre plus grande fierté. Alors, par rapport à ce témoignage, Marianne Gauthier, Laurence Webel, quel est l'avantage de ce type d'organisation en horaire plus fixe ? En fait, ça permet, et c'était l'idée de départ, ça permet de proposer plusieurs cycles, plusieurs rythmes de travail différents aux salariés et de prendre en compte leurs préférences. Notamment, vous savez, il y a des gens qui sont plutôt du matin, plutôt du soir. Les gens du soir vont très bien supporter les nuits. Les gens du matin auront beaucoup plus de mal. Donc là, ils ont tenu compte de ces chronotypes et ils ont même réussi à faire un cycle où il n'y avait plus de nuit du tout, avec effectivement une petite perte de salaire, mais qui était annoncée dès le début. Et donc, les gens ont pu se positionner en fonction de leurs préférences. Et un autre élément important, c'est comme vous le disiez, c'est que ça a vraiment impliqué tout le monde, à savoir bien sûr la direction qui était moteur là, dans le démarrage, le service de santé au travail bien évidemment, mais le CHSCT, et puis ça n'a pas été fait, ça n'a pas été imposé, ça a pris du temps. Ça a pris du temps et surtout, et ça je le dis souvent, c'est important, ça a pris du temps et on s'est laissé une phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'ils avaient dit ok, si dans 1 an on refera le point dans 1 an. Si dans 1 an, ça ne va pas, on peut s'autoriser à revenir sur certaines décisions. Et je crois qu'ils ont pérennisé l'expérience au bout de 6 mois parce que beaucoup de salariés étaient vraiment contents et ont fait remonter. Ils étaient d'accord. Voilà, ils étaient d'accord. Je vais maintenant me tourner vers notre deuxième témoin d'entreprise, donc Jean-François Renaud. Vous dirigez donc l'entreprise Efficium. En particulier avec votre secteur propreté, vous êtes confronté à des horaires de travail élargis. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les spécificités de vos activités, notamment multi-employeurs, multi-sites, horaires de travail, etc. Bien sûr. Je parlerai déjà au niveau de la profession elle-même. Les métiers de la propreté, ça regroupe un peu plus de 480 000 personnes chaque jour qui œuvrent au bénéfice des utilisateurs. Et donc, 40% de cette partie travaille dans le domaine tertiaire. Et c'est vraiment le cœur d'activité qui est le plus soumise aux horaires atypiques. Vous précisiez des horaires d'intervention le matin de 6h à 9h ou le soir de 18h à 21h et à temps partiel, bien entendu. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui et que l'on s'est approprié maintenant depuis une dizaine d'années pour apporter des réponses et décaler au fur et à mesure nos interventions sur du travail en continu, du travail en journée. D'accord. Alors, comme vous le disiez précisément, donc depuis une dizaine d'années, donc votre profession s'est engagée en fait vis-à-vis d'elle-même, de ses salariés, pour améliorer les conditions de travail, de façon à faire évoluer en fait la position des entreprises clientes, donneurs d'ordre. En quoi consistent donc ces engagements ?
cette démarche. Les premières démarches, c'était dans l'ouest de la France. On a une fédération qui est découpée par région, et la FEP Ouest a signé une première charte. La Fédération des entreprises de propreté. Voilà. Et la FEP Ouest a signé une première charte il y a 10 ans maintenant, en 2008. Ils étaient vraiment précurseurs avec les collectivités territoriales pour apporter des obligations en fait dans les cahiers des charges, puisque lorsque l'on répond à une consultation, il y a un cahier des charges qui nous est défini et qui va fixer les horaires d'intervention qui nous sont alloués. Et très généralement, c'est le matin, 6h, 8h30, 9h, ou le soir à partir de 17h30. Ce que souhaitent les donneurs d'ordre, souvent, c'est que nos interventions se fassent en temps masqué, que l'on intervienne de façon assez discrète. Et là, il y a une prise de conscience qui s'est faite dans cette région, effectivement, pour dire, non, les cahiers des charges, peut-être qu'il faut les modifier et apporter aux entreprises une plage plus large d'intervention et pour pouvoir intervenir en journée. Cette prise de conscience a vraiment eu lieu. Il y a une réalité aujourd'hui économique, puisqu'effectivement, ces régions se sont développées de plus en plus vers du travail en journée, ce qui apporte un bien-être, on le sait, effectivement, à nos collaborateurs. Il y a une vraie prise de conscience, à double titre, dans la mesure où il y a aussi cette partie de repos quotidien, où lorsqu'on a un salarié qui va intervenir le matin de 6h à 9h et le soir après de 17h à 20h, entre le temps de transport, son temps de détente et autres, le temps de repos quotidien peut des fois être largement amoindri, et ça ne favorise pas effectivement le développement personnel. Quels sont les bénéfices à attendre, notamment pour les entreprises clientes, donneurs d'ordre, parce que ce n'est pas forcément évident pour elles que de passer à cette nouvelle façon de commander le service? Alors, je parle d'abord du bénéfice salarié. Le bénéfice salarié, c'est puisque l'on ouvre la porte au travail en journée, c'est d'améliorer le temps de travail, d'augmenter le temps de travail de chacun de nos collaborateurs pour favoriser effectivement le travail à temps plein, maximiser effectivement la rémunération de chacun. Et ça, c'est déjà un point important. Ensuite, vis-à-vis des utilisateurs, des collaborateurs, des entreprises, là, ils voient apparaître effectivement l'intervention. C'est vrai que quand on est en temps décalé, on arrive le matin à son poste de travail à 9h, on peut avoir ou non l'impression que l'intervention a été menée parce qu'on ne sait pas si quelqu'un est passé. Là, on se met vraiment en contact direct avec l'intervenant qui va venir de façon discrète. On peut parfaitement s'organiser. Aujourd'hui, on a des outils, des aspirateurs qui permettent de travailler avec différents degrés de décibels et d'être le plus discret possible. Et surtout, on a une éducation des salariés dans ce sens pour qu'ils puissent agir discrètement. Donc, il y a une vraie possibilité. Et je pense que vis-à-vis des utilisateurs, ça, je ne vais pas dire que ça rassure, mais ça montre véritablement que l'intervention a lieu. Un contact s'établit avec nos agents, nos intervenants, nos collaborateurs, et ça favorise, je pense, très grandement l'appréciation qu'on peut en avoir sur la propreté des lieux. Et par rapport à justement cette modification, est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples d'entreprises clientes ou donneurs d'ordre qui sont passées justement à ce nouveau type d'organisation de commande? Oui. Notre premier cas, nous, c'était il y a quelques années, une association qui est bien connue, qui s'appelle Action contre la faim, qui n'est plus un client aujourd'hui, mais on a été précurseurs pour eux au moment de leur déménagement. On avait effectivement des salariés à temps partiel qui étaient disséminés sur différents sites et qui intervenaient le matin ou le soir pour assurer la propreté. Et on leur a regroupé l'ensemble de ces éléments autour de 2 salariés à temps plein qui sont venus à intervenir en journée. Et on s'est aperçu au fur et à mesure des mois et même des années qu'en fait, ces salariés faisaient vraiment partie des effectifs de l'entreprise à tel point qu'on s'était retrouvé à voir leurs photos au même titre que les autres collaborateurs dans l'entrée. Et je trouvais ça vraiment sympa parce que ça montrait qu'ils, même s'ils étaient des personnels extérieurs d'une autre entreprise, ils faisaient vraiment partie intégrante du process de la société. Depuis, c'est quelque chose que l'on développe. Lorsqu'il y a des résistances de la part de nos donneurs d'ordre, de nos clients, ce que l'on peut comprendre, c'est vrai qu'on apprécie d'arriver à son poste de travail le matin et qu'il soit déjà entretenu. On propose aussi des solutions de repasse dans les sanitaires, si j'emploie un terme un peu plus usuel, pour alimenter les fournitures d'hygiène dans les blocs sanitaires, maintenir les niveaux de propreté et peut-être assurer aussi une repasse sur l'aspiration des sols, le vidage des corbeilles, etc. Donc là encore, maximiser le temps de travail de nos collaborateurs en journée, favoriser l'augmentation du temps partiel pour ça contribue, je pense, à limiter aussi le nombre de ruptures d'intervention qu'il peut y avoir dans le travail atypique, parce que ça n'est pas que du travail de nuit. Et par rapport justement à vos salariés, est-ce que vous avez des retours de leur part sur cette nouvelle organisation? Effectivement, lorsque des salariés passent d'une rémunération d'un mi-temps à un temps plein,
clairement, on favorise la relation et ils deviennent mono-employeurs. On est dans une profession où 30 à 40% de nos salariés sont multi-employeurs. Donc, vont fractionner les interventions tout au long de la journée. Et c'est vrai que de travailler en journée, mais de façon continue, clairement, ça favorise la relation, je dirais la stabilité de la relation avec l'employeur et la stabilité de vie aussi de nos collaborateurs. Donc, oui, ils sont tout à fait favorables. Très bien. Eh bien, merci pour vos témoignages. Nous allons passer maintenant aux questions qui nous ont été envoyées par le public. Alors tout d'abord, y a-t-il une sinistralité supérieure la nuit? Si oui, à quelles heures et quelle prévention? Laurence Webel. Alors effectivement, la sinistralité est augmentée la nuit. Le récent rapport de l'ANSES précise qu'il y a des accidents qui sont à la fois plus fréquents et plus graves lorsqu'ils surviennent la nuit. La question de l'heure est une question compliquée, puisque en fait, ces accidents sont notamment liés à des périodes d'hypovigilance la nuit, et cette période d'hypovigilance, elle va survenir en fonction elle va survenir à des moments différents, selon l'adaptation ou non de notre système circadien, selon la phase de notre système circadien. Autrement dit, pour des gens comme vous et moi, qui sont des gens diurnes, avec des habitudes de travail la journée, des habitudes de sommeil la nuit, les heures les plus propices à ces périodes d'hypovigilance, c'est entre 1h et 3h, 4h du matin. Voilà. Très bien. Donc c'est ce que vous disiez, notamment avec l'une des entreprises. Donc il y a des temps à respecter voilà. Et des moments d'attention particuliers. Concernant la prévention, ce que l'on peut mettre en place pour répondre et pour essayer de contrecarrer ces périodes d'hypovigilance, ce sont des micro-siestes dont on a déjà parlé, dont les études scientifiques ont quand même montré qu'elles permettaient, au bout de 15-20 minutes de micro-sieste, que ça nous permettait de récupérer 3 ou 4 heures de restauration de notre niveau de vigilance. Très bien. Deuxième question, quels sont les risques professionnels qui sont plus particulièrement liés aux horaires atypiques pour les artistes? Et des études existent-elles sur le sujet, Marianne Gauthier? Alors, donc, concernant les risques liés aux horaires atypiques, je pense, pour les artistes, donc, du coup, il n'y a pas d'études scientifiques spécifiques sur le sujet. Par contre, comme ce qui a été fait au Théâtre national de Strasbourg, donc il y a des mesures de prévention qui peuvent être mises en place et qui seront de toute façon bénéfiques. Mais ça n'a pas encore été étudié de façon précise. Jean-Jacques Monnier, vous vouliez Moi déjà, intervenir? Je suis ravi qu'on ait une question sur les artistes. Oui. Ça, je ne pouvais pas savoir, mais je suis content de ça, parce qu'on parle souvent des techniciens, mais les artistes... Alors, dans le spectacle vivant, on est plutôt, ce que je disais, on travaille le soir, un spectacle... Alors c'est vrai que maintenant, on a des spectacles qui durent quelquefois très longtemps, mais c'est le cinéma qui, notamment, peut tourner toute la nuit. Ça arrive. C'est pas non plus une continuité fréquente. Alors, c'est vrai que les artistes sont moins protégés par rapport à ça aux techniciens. C'est vrai que les artistes sont plus sensibles à leur propre sécurité. Je pense pas au travail de nuit, mais au risque de chute, de faire des trucs un peu bizarres, etc. Ils répètent quand même aussi beaucoup. Le travail de nuit, je suis pas sûr que ce soit la source la plus importante de danger, mais encore une fois, je suis vraiment ravi qu'il y ait quelqu'un qui ait posé cette question. Ça, je trouve ça très bien parce que très souvent, l'artiste est un peu l'artiste, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de tout ça. Et on voit bien que dans le concret, eux aussi sont des êtres humains avec leurs faiblesses, et je trouve ça très bien. Lorsqu'il faut diviser la journée en 3 tranches de 8 heures, le fameux 3-8, quels horaires recommanderiez-vous pour chaque tranche? Marianne Gauthier? Alors en fait, comme l'a dit tout à l'heure Laurence dans la première question, en fait, ce qu'on sait, c'est que pour les gens qui sont habitués à travailler en horaire diurne, le sommeil le plus profond est aux alentours de 2 heures du matin. Et la température corporelle la plus basse est vers 4 heures, 4h30 du matin. Donc cette période-là n'est pas du tout propice à l'éveil, elle est même plutôt propice au sommeil. Donc ça veut dire que des gens qui vont commencer à travailler en horaire du matin, donc il ne faut pas qu'ils se réveillent à ces moments-là, à cette période-là. Donc en fait, c'est plus favorable de démarrer l'horaire du matin à partir de 6 heures. Parce que sachant que l'horaire de réveil est quand même 1 heure, voire 2 heures plus tôt, donc il faut le décaler le plus possible dans la matinée. Alors donc, tout en tenant compte du fait que si on décale tardivement l'horaire du matin, ça va décaler la prise de poste de l'horaire de l'après-midi et celle de la prise de poste de l'horaire du soir. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est 6 heures du matin pour démarrer le premier poste. Merci. Lors du travail posté, est-ce préférable d'avoir toujours les mêmes horaires fixes
ou d'avoir plutôt des horaires alternés, par exemple une semaine le matin, une semaine l'après-midi? Florence Weber. Alors déjà, la stabilité, c'est une évidence d'un point de vue familial et social. Après, d'un point de vue biologique, l'alternance toutes les semaines, par exemple, est extrêmement péjorative. Le 3-8, dont on vient de parler, est un système de rotation extrêmement péjoratif pour l'organisme, parce que ça demande à l'organisme des décalages et des réajustements permanents. Donc la stabilité, d'un point de vue biologique, est préférable aussi. Maintenant, si on n'a pas le choix et si on doit avoir des équipes qui se relaient, préférer alors les rotations dites rapides, à savoir des rotations tous les 2 jours, toutes les 2 nuits, parce que du point de vue de l'horloge biologique, qui a une certaine inertie, ça ne la décalera quasiment pas et donc ça nous soumettra beaucoup moins à ces périodes de désynchronisation interne qui sont péjoratives et qui sont néfastes pour la santé. Très bien, merci. Et justement, puisqu'on parle de rotation, la 5e question porte sur le sens de la rotation recommandée lors du travail posté en 3-8. Alors, est-ce qu'il faut aller plutôt du matin vers l'après-midi et la nuit, ou bien le contraire? Alors en fait, il n'y a pas de consensus scientifique sur ce sens de rotation. On a longtemps cru que le sens qu'on appelle le sens horaire, à savoir matin, après-midi, nuit, était préférable, tout simplement parce qu'il va dans le sens de la périodicité interne des rythmes biologiques. Notre horloge a une période un peu supérieure à 24 heures et se décale beaucoup mieux dans ce sens-là. Toutefois, ce sens de rotation n'est peut-être pas privilégié pour tout le monde. On s'est rendu compte que certains salariés, notamment les salariés de chronotype matin, seraient beaucoup plus favorisés dans une rotation anti-horaire parce que leur période endogène, la période endogène de leur horloge est un peu inférieure et que ce sont souvent des couche-tôt, lève-tôt. Donc, pas de consensus. Pour les gens du matin, il vaudrait mieux tourner en sens anti-horaire. Pour les gens du soir ou les gens qui sont ni du soir ni du matin, le sens horaire apparaît préférable. Donc, c'est compliqué à mettre une mesure de prévention en place pour tous dans une entreprise à propos de ce sujet. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire pour l'ensemble des salariés. C'est ça. Merci. Quel est l'impact sur la santé d'une organisation horaire avec 2 équipes de 2-8 question très précise, 2 jours et une équipe de nuit fixe qui alterne tous les 6 mois. Les équipes de nuit passent de jour et inversement. Marianne Gauthier. C'est vrai que là, cette organisation avec un horaire, 2 postes fixes de jour et un poste fixe de nuit, au niveau biologique, elle est plutôt bonne. Par contre, c'est dommage de la changer au bout de 6 mois parce que ça va induire cette désynchronisation, un déréglage. Et puis en plus, ça va avoir des conséquences au niveau de la vie familiale et sociale qui sont préjudiciables et qui peuvent induire des risques psychosociaux. De même, est-ce qu'il est judicieux d'autoriser des salariés à travailler sur des lignes de production en 12 heures, donc par exemple 5h, 17h ou 17h, 5h, les samedis et dimanches? Alors là, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le problème dans cette question du travail en horaire long, donc en 12 heures, et puis le travail de week-end et de fin de semaine. Alors, concernant le travail en 12 heures, en horaire long, donc il a été montré qu'il entraînait des troubles de la vigilance et donc de la concentration et de la somnolence aussi, et qu'il augmenterait le risque d'accident du travail. Il y a une étude qui a été menée en 2003 chez des infirmières et qui a montré que le risque d'accident du travail augmentait après la 9e heure de travail et était doublé après la 12e heure. Donc, ce travail en horaire long aussi induirait plus de problèmes au niveau lombaire, plus de prise de poids, et puis ça augmenterait aussi les conduites addictives. Alors, ensuite, concernant le travail de semaine et de week-end, de fin de semaine, et de week-end, donc c'est assez préjudiciable concernant l'équilibre familial et social. En effet, donc, du coup, les personnes sont moins présentes avec leur famille, ce qui va augmenter les risques psychosociaux. Donc, bon, c'est vrai que du coup, on cumule un peu des risques dans ce type d'organisation. Alors aussi, ce qui est important de rajouter, c'est que par contre, le travail en 12 heures est en général plébiscité et par les directions et par les salariés. Parce qu'en fait, il va permettre quand même, en particulier aux salariés, d'avoir des bénéfices en termes de récupération et de temps de jours de repos et qui vont mettre au profit pour faire d'autres activités. Alors que c'est quand même très, très important de bien avoir en tête que quand même ce travail
en 12 heures est fatigant, entraîne une usure prématurée de l'organisme et que donc le temps de repos doit être là pour récupérer et pas pour faire autre chose. Parce que finalement, à moyen terme et à long terme, ils n'arriveront plus finalement à faire face et ils risquent d'avoir des effets sur la santé et un impact non négligeable. Quelles sont, 8e question, les particularités de l'impact des horaires atypiques sur la santé des travailleurs vieillissants? Alors, par travailleurs vieillissants, on entend plus de 55 ans. Voilà. Pas sûr que ce soit la définition physiologique du vieillissement. Bon, eh ben ça me rassure, à titre personnel. Laurence Webel. En fait, horaires atypiques et vieillissement ne font pas vraiment bon ménage. Il y a plusieurs caractéristiques du système circadien qui vont changer avec l'âge. L'horloge biologique a tendance à devenir de plus en plus matinale, c'est-à-dire que les sujets vieillissants vont se coucher plus tôt et se lever plus tôt. L'horloge biologique devient également moins labile, à savoir qu'elle va s'adapter beaucoup moins rapidement à des changements d'horaire, et ça, clairement, ça va poser problème dans le cadre du travail posté. Et enfin, les rythmes biologiques qui sont générés seront de moins en moins robustes et donc beaucoup plus sujets à des désynchronisations qui sont, on l'a vu, péjoratives. Et dernier effet, c'est que les salariés vieillissants ont un sommeil qui est beaucoup plus fragmenté, un peu réduit, de moins bonne qualité. Et donc, ça va les pénaliser au niveau de leur dette de sommeil puisqu'ils auront beaucoup plus de mal à récupérer d'une privation de sommeil. D'accord. Pour résumer, plus je suis vieux, moi j'ai intérêt à passer en horaire atypique. Est-ce que nos témoins d'entreprise ont des exemples particuliers de travailleurs vieillissants, entre guillemets, au-delà de 55 ans, qui sont soit passés en horaire atypique, soit qui sont repassés en horaire, entre guillemets, un peu plus normaux et qui y ont trouvé un bénéfice? Des exemples, on en a plein, nous, dans la mesure où on est dans une profession qui tend à vieillir, effectivement. On l'observe depuis de nombreuses années. C'est une profession qui attire moins les jeunes, malheureusement, même si c'est une profession assez riche et qui vit aussi d'une croissance du fait de l'externalisation dans les entreprises. Ça nous est difficile d'adapter les postes de travail en fonction des catégories d'âge. On a la chance, je pense, quand même, d'avoir des salariés qui sont très attachés à leur poste de travail, qui font preuve d'un présentéisme assez fort et qui respectent vraiment les conditions dans lesquelles on doit malheureusement des fois intervenir. Mais c'est effectivement une observation du fait du vieillissement de la population, la nécessité des fois de revoir et d'aménager peut-être les cadences de travail ou les organisations des postes lorsqu'on intervient dans des grands ensembles, en tous les cas. Donc les exemples sont nombreux. Merci. Jean-Jacques Monnier, vous vouliez préciser Oui, enfin, je vois que les régisseurs, effectivement, nous aussi, on a des gens qui commencent à prendre de l'âge, ont plus de mal. Clairement, ils font leur travail, mais je pense à un ou deux cas en particulier de gens qui m'ont dit les spectacles qui finissent à 1h, ça commence à bien faire. Et alors que je pense qu'il y a quelques années, on ne me l'aurait pas dit. Bon, voilà. Mais je suis un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une population vieillissante. Quand même, les gens partent de plus en plus tard, donc on leur demande aussi d'être présents de plus en plus longtemps. Je ne l'ai pas parlé tout à l'heure, mais au TNS, on organise aussi que chaque régisseur sait la saison précédente sur quoi il va travailler la saison suivante, ce qui lui permet aussi d'organiser, quand il voit qu'il y a 5 ou 6 jours où il n'est pas sur un spectacle, il le sait un an avant, et moi je m'engage à ne pas rajouter de choses. Donc ça permet aussi de récupérer du temps, tant qu'il veut bien le prendre, parce que des fois il faut presque un peu les pousser un peu dehors, mais bon, voilà. Mais en tout cas, on essaie d'organiser ça, mais le problème de le vieillissement, c'est un vrai problème, de toute façon, en règle générale, clairement. Merci à vous. Quels sont les risques liés au travail isolé réalisé selon des horaires atypiques? Marianne Gauthier. En fait, le travail isolé, c'est un autre risque professionnel, en fait. Donc, ça va se cumuler. Donc, du coup, je vais pas préciser plus, je vais pas détailler plus ce qu'est le travail isolé. Par contre, effectivement, sur le site web de l'INRS, donc il y a tout un dossier consacré au travail isolé. Donc, je vous invite à le consulter. Le site web de l'INRS, www.inrs.fr. Est-ce que, Jean-François Renaud, vous avez des personnes, des salariés qui peuvent être à la fois en situation d'horaire décalé et de travail isolé?
Oui, tout à fait. On retrouve dans nombreux domaines d'activité déjà les petites surfaces sur lesquelles on peut intervenir, dans les secteurs tertiaires, donc les bureaux. Lorsqu'on intervient le soir sur une petite surface pendant 2 heures d'amplitude, c'est vrai qu'il est recommandé de mettre en place des systèmes d'alerte, si ce n'est un poste PTI, au moins d'interpeller par un appel téléphonique sur un serveur web éventuellement. Ce n'est pas forcément du contrôle des horaires, mais ça s'assurer qu'il y a bien eu présence à l'entrée et présence à la sortie, qu'on puisse alerter éventuellement un responsable hiérarchique que la personne a pu avoir un éventuel accident sur place. C'est d'éviter de prendre l'ascenseur le soir seul. Ça paraît bête, mais ça peut arriver, un ascenseur qui reste bloqué. Il y a une pédagogie à donner aux salariés pour s'assurer que la prestation se fasse dans les meilleures conditions. D'accord. Donc vous assurez une formation un petit peu préalable à ces risques particuliers. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on peut mettre un poste travailleur isolé, perte de verticalité, la capacité de pouvoir interpeller les personnes à distance, c'est la meilleure des solutions. Mais quelquefois, si vous intervenez dans un parking ou autre, ou qu'il n'y a pas la capacité, il faut avoir une autre solution de moyen d'appel, s'assurer que la prise de poste soit bien effective et que la sortie de poste le soit aussi. D'accord, des moyens de vérifier en fait que la personne donc est entrée et a quitté son poste. Voilà, de garantir qu'on a l'information s'il devait y avoir une difficulté quelconque. Merci. Enfin, quel est l'état d'avancement actuel des recherches sur le lien entre les horaires atypiques et les cancers, Laurence Webel? Alors en fait, depuis l'alerte du CIRC, donc le Centre international de recherche sur le cancer, qui a alerté sur cette problématique cancer en lien avec du travail de nuit en 2007, depuis cette date, des études épidémiologiques qui vont rechercher ce lien et des études mécanistiques qui vont tenter d'expliquer ce lien ont été développées et sont de plus en plus nombreuses. L'ANSES a réaffirmé avec beaucoup plus d'études, avec le CIRC on était sur 8 études, l'ANSES on est sur 24 études épidémiologiques, donc l'ANSES a réaffirmé le caractère probablement cancérigène du travail de nuit. Le CIRC est actuellement en train de réactualiser sa classification, donc beaucoup d'études en cours, on va affiner vraiment la force du lien. On peut quand même regretter à l'heure actuelle la faiblesse méthodologique, comme on l'évoquait déjà, des études épidémiologiques qui ne caractérisent pas assez finement l'exposition au travail de nuit et donc qui ne nous permettent pas d'en tirer des mesures de prévention précises. Voilà, donc on attend l'étude de l'INRS. Bien, en conclusion donc de cette table ronde, je tenais à vous remercier tout d'abord pour vos expertises et vos témoignages. Et donc, pour aller plus loin, un grand nombre d'informations sont disponibles sur les sites notamment de Travail et Sécurité et de l'INRS, mais pas seulement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Travail et Sécurité.